RFI, il est 16h en temps universel, 18h à Paris. Le journal en français facile. Louis Augry. L'heure de votre journal en français facile, avec à la une de l'actualité, Vladimir Poutine qui promet d'expulser les troupes ukrainiennes de son territoire. Depuis le 6 août, Kiev mène une attaque dans la région russe de Koursk et dit aujourd'hui contrôler près de 1000 km². L'actualité, elle est aussi au Proche-Orient et la bande de Gaza, où les appels à l'interruption des combats sont de plus en plus nombreux. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne veulent un cessez-le-feu le plus rapidement possible, alors que le Hamas demande la mise en place du plan Biden. Explication dans ce journal depuis Jérusalem. Et puis c'est la fin de 15 jours de fête à Paris. Les Jeux Olympiques sont terminés et laissent un peu de nostalgie à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'événement. Que restera-t-il de ces Olympiades ? La Vasque, peut-être, qui pourrait trouver une place dans la capitale. Cela fait bientôt une semaine que l'Ukraine a lancé son incursion dans le sud de la Russie et les forces russes semblent avoir bien du mal à contenir cette attaque. 28 localités auraient été prises par les troupes de Kiev, 1000 km² selon les dernières annonces. De nouvelles évacuations de civils ont été annoncées ce lundi. Après la région de Koursk, c'est maintenant celle de Belgorod qui est concernée. Alors le président russe Vladimir Poutine a promis ce lundi de tout faire pour expulser les troupes ukrainiennes de son territoire, mais les autorités locales sur place parlent bien d'une situation devenue, je cite, alarmante. Les précisions de Yelena Tomic. Après plusieurs jours d'incertitude sur l'état d'avancement des troupes ukrainiennes en territoire russe, le gouverneur par intérim de Koursk a confirmé lors d'un point sécuritaire avec des hauts gradés autour du président Poutine que 28 localités de sa région étaient aux mains des forces de Kiev et que l'opération s'étendait sur une zone de 40 km de largeur et de 12 km de profondeur. Selon Alexei Smirnov, l'incursion a fait au moins 12 morts et 121 blessés, dont 10 enfants. L'effet de surprise de ces attaques qui ont entraîné panique, confusion et colère dans la population ont provoqué l'ire de Vladimir Poutine. Le président russe a promis l'expulsion des troupes ennemies qu'il accuse d'agir sur ordre des Occidentaux pour renforcer leur position dans l'hypothèse de futures négociations de paix. Le chef du Kremlin a également accusé Kiev de chercher à intimider la population et à semer la discorde dans la société russe. Volodymyr Zelensky a reconnu ce week-end que l'incursion visait à alléger la pression sur l'armée ukrainienne dans le Donbass, tout comme à rétablir la justice et mettre la pression sur les forces russes. Yelena Tomic. Le chancelier allemand Olaf Scholz demande au président iranien de tout faire pour éviter une escalade militaire au Proche-Orient. Dans la région, il y a toujours la crainte de nouvelles attaques entre Israël et ses ennemis, notamment l'Iran et le Liban. La crainte d'une riposte après la mort il y a une dizaine de jours de hauts responsables du Hamas et du Hezbollah libanais dans une attaque attribuée à Israël. L'une des dernières preuves de cette crainte de nouvelles attaques, c'est la suspension des vols Air France vers Beyrouth qui est prolongée au moins jusqu'à mercredi. La compagnie Lufthansa va même plus loin et prolonge jusqu'au 21 août sa décision d'éviter les espaces aériens au-dessus de l'Iran et de l'Irak. Pendant ce temps, de nombreux pays européens appellent aussi à arriver au plus vite à un cessez-le-feu, à une interruption des combats. Dans la bande de Gaza, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont affirmé ce lundi qu'il ne peut plus y avoir aucun délai supplémentaire pour y arriver. Alors qu'en pensent les principaux concernés ? Plutôt que de retourner négocier avec Israël, le Hamas demande que soit appliqué le plan Biden qui avait été proposé fin mai, un plan que nous détaille Muriel Paradon depuis Jérusalem. Le plan annoncé par Joe Biden le 31 mai et présenté comme émanant d'Israël prévoyait 3 phases. La première, une trêve de 6 semaines accompagnée d'un retrait israélien des zones densément peuplées de la bande de Gaza. Une phase durant laquelle un certain nombre d'otages devaient être relâchés en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Il était également prévu d'augmenter de manière substantielle l'aide humanitaire. Durant cette période de 6 semaines, les négociations devaient continuer pour aboutir à une phase 2, un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza et la libération de tous les otages restants. Enfin, une 3e phase prévoyait un programme de reconstruction du territoire palestinien. Ce plan n'a jamais été mis en œuvre, le Hamas et Israël se renvoyant la responsabilité de son échec, comme toutes les tentatives de cessez-le-feu négociées par les médiateurs, les États-Unis, mais aussi l'Égypte et le Qatar.
Aujourd'hui, avec la menace d'une extension du conflit avec l'Iran et ses alliés, il faut aboutir à une trêve sans délai. C'est ce que réclament en tout cas la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Muriel Paradon, Jérusalem, RFI. Le Soudan a un point de rupture catastrophique. C'est l'inquiétude de l'Organisation internationale pour les migrations qui estime ce lundi qu'il pourrait y avoir des dizaines de milliers de morts en raison des différentes crises que traverse le pays. De nouveaux pourparlers sur un cessez-le-feu au Soudan sont prévus cette semaine en Suisse, à Genève. Discussion initiée par les États-Unis, mais la participation du gouvernement soudanais est plus que remise en question en raison d'un désaccord avec Washington qui assure ce lundi vouloir aller de l'avant dans ses pourparlers, même sans la participation de Khartoum. Une révolution menée par les étudiants au Bangladesh. C'est de cette manière que le nouveau chef du gouvernement intérimaire, Muhammad Yunus, a qualifié la situation actuelle dans le pays, notamment après la démission et la fuite de l'ancienne première ministre, Sheikh Hasina, démission qui s'est faite dans un cadre légal, selon Muhammad Yunus. C'est aussi aujourd'hui que la police bangladaise a repris ses patrouilles dans la capitale Dhaka. Elle était en grève depuis la prise de contrôle de l'armée il y a une semaine. Le journal en français facile. La Grèce demande l'aide des pays européens pour lutter contre les incendies qui ravagent son territoire. Les feux se sont rapprochés encore dangereusement de la capitale Athènes ce lundi. De nouvelles villes ont été évacuées après celle de Marathon hier. C'est maintenant les habitants de Chalandrie, l'une des plus grandes banlieues d'Athènes, qui ont dû quitter leur logement en urgence. Le vent très fort et les températures élevées jusqu'à 39 degrés rendent plus difficile le travail des pompiers sur place et inquiètent les autorités. Ce lundi, la France a déjà annoncé l'envoi de 180 membres de la sécurité civile et 55 camions pour venir en aide aux Grecs. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, ça y est, c'est terminé. La cérémonie de clôture a eu lieu hier au Stade de France et la flamme olympique s'est éteinte. Elle ne brillait plus la nuit dernière dans le ciel de Paris, mais la vasque, elle, pourrait bien rester, qui sait. Par le passé, d'autres villes comme Barcelone et Sotchi ont trouvé une place pour leur vasque. Ce sera peut-être le cas à Paris. En tout cas, les Français y sont clairement favorables. Amélie Beaucourt. Pendant 2 semaines, elle a survolé Paris en ballon. La vasque a vu défiler des milliers de curieux émerveillés. Stéphane, volontaire des JO, était l'un de ses plus fervents admirateurs. Je suis quasiment allé tous les jours. 2 fois, elle n'est pas montée à cause du vent ou je ne sais quoi. Et non, la voir de près, c'est juste une tuerie ce truc. C'est extraordinaire. C'est magnifique, c'est magique et ça fout des sensations de ouf et c'est super beau. On est super contents, on est super fiers. Vous voudriez la voir rester ? Ah ouais, complètement. J'espère qu'ils vont la garder. Installée au jardin des Tuileries, à 2 pas du musée du Louvre, son avenir est entre les mains de l'État, le propriétaire des lieux. Pour Sophie, elle a toute sa place dans ce lieu emblématique de la capitale. Comme c'est historique et que c'est à la même place que là où la première montgolfière a décollé, je trouve ça hyper symbolique et oui, je pense que ce serait bien qu'elle reste. Elle pourrait aussi déménager au parc de la Villette, lieu de célébration de Paris 2024. En attendant, elle ne fera pas ses cartons avant le 8 septembre prochain, date de la fin des Jeux paralympiques, et sera même rallumée pour l'occasion. Amélie Beaucourt. Après ces 15 jours de fête des Jeux Olympiques, l'heure est maintenant au nettoyage et déjà à la préparation des Jeux Paralympiques qui débuteront le 28 août. Mais d'ici là, le sport en France ne s'arrête apparemment jamais. C'est le Tour de France féminin qui s'était lancé ce lundi depuis les Pays-Bas. Une première étape entre Rotterdam et La Haye. Et qui d'autre qu'une néerlandaise pour s'imposer. Charlotte Kohl remporte l'étape et endosse le maillot jaune. Elle est en tête du classement général de la course. Demain, double programme avec d'abord une courte étape de 70 km avant un contre-la-montre dans la soirée. On suit de près, bien sûr, ce Tour de France Femmes sur les antennes de RFI. RFI, il est bientôt 18h10 ici à Paris, 2 heures de moins en temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile, mais vous pouvez le réécouter et le relire en version écrite sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr. Merci à vous de nous écouter.